Le geste est le même, servir du poisson et de l'attiquer à ses clients. C'est l'occupation quotidienne de Félicité, mère de 2 enfants. Cette activité lui permet aujourd'hui de faire face à ses besoins depuis le décès de son époux. Ça a été dur. J'avais les enfants. Je ne savais pas comment faire pour nourrir les enfants. Et les enfants partaient à l'école en décembre. Les enfants venaient d'entrer là. Toute la charge s'est reposée sur ma tête. Tout s'est reposé sur ma tête. C'est ce commerce. C'est ce commerce. C'est de ça que je vis depuis la mort de mon mari, depuis 29 décembre jusqu'à aujourd'hui, 23 2017. C'est ce commerce. C'est de ça que je vis avec mes enfants. Vivre dans la solitude, déséquilibre familial, déscolarisation des enfants. Les conditions de vie des femmes demeurent précaires après la mort de leur mari. J'ai perdu mon mari le 22 mai 2016, c'est-à-dire l'année passée. Après son décès, j'ai vu que la vie qu'on menait avant, c'est devenu plus difficile qu'auparavant. Vu la charge qu'il m'a laissée, on a eu des enfants. Les enfants sont au nombre de 6, des garçons et des filles. Il y a des bacheliers comme ceux de BPC, qui ont leur bac et BPC. Mais aujourd'hui, vu la situation, beaucoup se retrouvent dans ma main. Je n'ai pas les moyens pour les scolariser. Les femmes veuves, quand leur mari meurt, on les maltraite, souvent même on les chasse. Souvent même les enfants sont abandonnés, ça pousse les enfants à rentrer dans la rue. On traite aussi les femmes veuves de sorcières. C'est elle qui a tué son mari, c'est elle qui a empoisonné son mari. Comme elle est sorcière, c'est pour cela que son mari est décédé. Vraiment que ça s'arrête. Quand un homme laisse une femme à elle des enfants, supposons que les enfants ont 1 an à 5 ans, d'autres ont 10 ans à 15 ans. Regardez comme cette femme-là doit lutter pour ses enfants. Parce que ce n'est pas tous les parents qui ont pitié, qui s'occupent de ces femmes, qui regardent ces femmes. Mais c'est la femme seule qui lutte. Quand tu luttes jusqu'à ça ne va pas, tu es obligé même de te donner à un homme que tu ne veux même pas. Perdre son conjoint, une étape difficile dans la vie d'une femme, mais loin d'être un frein à son épanouissement. Opinion défendue par l'ONG Femmes Vise, femmes vivant seules avec enfants. Aujourd'hui, je dis comme ça que la situation des enfants de la rue, des microbes, provient surtout de ces familles monoparentales, mères et enfants. Et l'ONG œuvre dans ce sens-là, aider ces femmes-là à pouvoir prendre en charge leurs enfants, comment éduquer leurs enfants. Être veuve n'est pas une fatalité. Tu peux être une veuve et puis vivre normalement, vivre bien. Selon des spécialistes, l'autonomisation peut garantir une situation de vie meilleure pour la femme après la disparition du compagnon. Quand on parle aujourd'hui de paupérisation, c'est parce que vous ne faites rien. Quand on vous spolie des biens de votre mari et que vous avez les vôtres, je ne pense pas que vous ne puissiez pas vivre décemment. Et quand vous regardez la population qui est victime, c'est les femmes qui sont dans une situation précaire de travail. C'est-à-dire qu'elles font des petits métiers où elles ne font rien. Sinon, quand vous prenez une femme qui gagne bien sa vie, une femme qui fait ça, quand il y a un veuvage, elle ne se retrouve pas dans des petits quartiers. Parce qu'elle-même, parce qu'on dit autonomisation, c'est la prise en charge de soi-même. Selon l'ONU, elles sont plus de 250 millions de veuves dans le monde. Parmi elles, 115 millions vivent dans des conditions d'extrême pauvreté et 81 millions victimes de violences physiques. Le 23 juin est donc la journée mondiale consacrée aux veuves. Il s'agit de marquer un pas et penser à ces femmes qui vivent déjà sous le poids de l'absence de leur époux. Le manque de repas de midi est à la base de la baisse du rendement scolaire et de la réduction du taux de scolarisation, surtout en zone rurale. Dans les années 70-80, à midi, il arrivait même de préparer nous-mêmes ou bien même de rejoindre nos parents dans les champs pour pouvoir manger et revenir. Nos camarades d'école ici ont dû abandonner l'école. L'enfant, il vient à l'école, à midi, il me trouve au champ, il ne revient plus. Et puis, fin d'année aussi, il n'a pas sa moyenne. Des fois, il a 2 de moyenne. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire a mis en place, depuis 1989, un vaste programme de développement des cantines scolaires. Ce maintien des élèves tout au long de leur cursus, certaines institutions financières, partenaires au système éducatif, s'engagent à y participer. En témoigne le don des cantines scolaires avec équipement fait par la Fondation BOA à l'EPP Polonou dans le département de Didiévy.
Valeur de ce don, plus de 20 millions de francs CFA. Un geste apprécié à sa juste valeur par tous les acteurs locaux du système éducatif. Avec ce bâtiment, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de près de 5500 cantines, dont 191 pour la région du Bélier. Mais malgré l'engagement de certaines structures financières à contribuer à leur accroissement, une réalité met en mal leur bon fonctionnement, depuis le désengagement du PAM. Il s'agit de l'impuissance des communautés rurales quant à leur participation à la dotation de celles-ci en vivres. Cette année, la saison était très mauvaise. On a essayé, mais on n'a rien obtenu. Les parents devaient nous donner des vivres à l'école. On a tenu la réunion avec eux. Bon, ils ont promis, mais finalement, on n'a rien reçu. Cette année, on a fonctionné avec les vivres de l'État seulement. La prise en charge d'une cantine coûte un peu cher. Ça revient à plus de 3 700 000 au niveau de 100 jours d'école, en comptant 180 enfants qui mangent chaque midi. Si nous ramenons ça au nombre de cantines, ça fait plus de 17 milliards qu'il faut débourser pour que les enfants mangent toute l'année. Ni les parents, ni l'État, ni même les partenaires techniques et financiers, ni même la communauté ne peuvent seuls supporter cela. Les responsables du système éducatif souhaitent l'implication des collectivités décentralisées et des mutuelles de développement dans l'approvisionnement des cantines en vivres. Plusieurs morts occasionnés par 15 accidents de la circulation pour ce premier semestre de l'année 2017 dans la seule ville de Katiola. Pour Lozère, l'Office de la sécurité routière, il est utile et nécessaire d'agir promptement. Une formation a donc été initiée au profit des automobilistes de la ville afin de baisser le taux d'accident de la route et leurs conséquences. Éviter les surcharges, les excès de vitesse et respecter les panneaux de signalisation, entre autres, des comportements responsables à adopter au volant. Les participants se sont vus enrichis au terme de la rencontre. Le conférencier, n'est-ce pas, nous a démontré à travers son exposé effectivement que les engins en deux roues peuvent entraîner, n'est-ce pas, des dangers et occasionner beaucoup de victimes. Donc pour éviter tout ceci, il nous a prodigué de nombreux conseils. Pour le conférencier et représentant des Lozère, la route ne tue pas. Ce sont les usagers qui s'exposent à la mort. L'heure est donc à la sensibilisation et à la formation, après quoi viendra la répression. En novembre 2014, le Premier ministre David Cameron annonce les changements qu'il souhaite voir dans la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne. La reconnaissance officielle que tous les États membres n'ont pas à rejoindre la zone euro ou à aider les économies en difficulté de la zone euro. L'élargissement du marché unique et des objectifs de simplification administrative pour les entreprises, l'exemption du Royaume-Uni de la clause sur l'union toujours plus étroite, la possibilité pour les parlements nationaux d'opposer leur veto aux lois européennes et le fait de pouvoir interdire aux immigrants européens certains bénéfices sociaux au Royaume-Uni avant 4 années de travail. Le résultat des négociations est annoncé en février 2016. L'application légale du résultat des négociations est complexe, car aucun traité de l'Union n'est modifié, mais certaines parties de l'accord sont applicables en droit international. La question du référendum est incluse dans le discours du trône du 27 mai 2015. Il était dit à l'époque que David Cameron prévoyait d'organiser le référendum en octobre 2016. Mais le European Union Referendum Act est déposé à la Chambre des communes dès le lendemain. Le 20 février 2016, quelques heures après la conclusion de l'accord, David Cameron tient une réunion de cabinet à l'issue de laquelle il annonce que le référendum aura lieu le 23 juin 2016 et qu'il recommande au peuple britannique de voter pour le maintien. Le 20 février 2016, le Premier ministre David Cameron annonce que le référendum aura lieu le 23 juin 2016.